Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo du bilan de la série 151, la série EV 3.5 qui a clairement marqué les esprits. Donc vous connaissez le concept, on revient sur la dernière série en date. Nous avions commencé avec EV3, donc Flammes Obsidiennes, une série pas mal qui avait ses défauts, qui avait ses inconvénients, mais d'un autre côté qui avait quand même ses qualités aussi. Moi il y a certaines choses qui m'ont beaucoup plu dans la série Flammes Obsidiennes, notamment au niveau des communes, des peu communes. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, on s'attaque à la série 3.5, la série 151, une série qui était très attendue puisqu'elle revenait bien sûr sur les Pokémon de la première génération, les Pokémon de la région de Kanto. Donc sans plus attendre, entrons dans le bilan de 151 et voyons ensemble les cartes qui ont été les plus marquantes. Je vous rappelle bien évidemment que tout cela est subjectif, on a tous nos avis, on a tous nos préférences et je vous invite à me faire part dans les commentaires des vôtres, justement, de préférence. Dites-moi quelles sont vos communes préférées, vos Unco préférés, vos Zolos préférés, etc., etc., pour que ensemble on s'aperçoive, on se rende compte finalement d'à quel point cette série nous a marqué. Allez, donc première chose à laquelle nous sommes confrontés, c'est tout simplement le texte qu'on retrouve au dos des boosters. Donc on va le lire, ce texte comme d'habitude. Attrapez-les tous, ça commence bien. Faites équipe avec Bulbizarre, Salamèche et Carapuce à l'aube d'un nouveau jour dans la région de Kanto. Cette nouvelle aube est l'occasion de retrouver d'anciens amis, de retrouver de nouveaux partenaires et d'attraper les 151 tout premiers Pokémon. Découvrez les incroyables Florizarre X, Dracofeu X et Tortank X sur des cartes spéciales aux magnifiques illustrations et explorez les villes et paysages ruraux d'un territoire réinventé. Et ça c'est vrai, j'aime bien cette petite référence puisque Kanto est une région très rurale, mine de rien. On a d'autres régions par la suite qui ont été beaucoup plus urbaines, je pense à Unis. Donc c'est bien aussi d'appuyer sur ce point-là, même si à Kanto on a quand même de très grandes villes comme Céladopol et Safrania, mais l'ambiance de manière générale reste assez rurale. Vous pourriez même rencontrer l'insaisissable Mew X lors de votre périple, de nouvelles aventures vous attendent et de nouveaux horizons sont révélés dans l'extension Écarlate et Violet 151. Donc la série comportait 207 cartes avec 42 cartes secrètes, donc toujours autant de cartes secrètes. On compte bien sûr les AR là-dedans, vous le savez. Donc voilà pour le petit topo global de cette série, très sympathique puisque elle nous replonge dans une ambiance nostalgique, dans une ambiance mélancolique et dans notre jeunesse pour les plus vieux d'entre nous, puisque on a commencé bien évidemment avec la région de Kanto, les premières versions rouge, bleu et jaune, etc. et la version vert pour nos amis japonais. Bien, au niveau des items, à quoi étions-nous confrontés? Tout simplement, déjà au niveau des boosters, on vous a pas mis le visuel des boosters parce qu'il y avait un seul visuel disponible sur 151, donc c'est pas là-dessus qu'on va chercher une quelconque originalité, c'est plutôt sur les items en eux-mêmes. Donc on avait accès au bundle déjà pour commencer, donc c'est ce petit objet que vous voyez en bas de votre écran avec marqué contient 6 boosters, voilà, donc petit coffret qui contenait 6 boosters 151. On avait également les coffrets Alakazam et Elector avec des cartes à l'effigie de ces deux Pokémon là. À l'intérieur 4 boosters. On avait les portfolios aussi, rappelez-vous, portfolio avec un très joli classeur 151 avec Mew bien évidemment représenté en grand dessus, 2 boosters qui étaient également disponibles à l'intérieur. Nous avions l'ETB, donc à l'intérieur de l'ETB, on avait accès bien évidemment au Ronflex promotionnel, un Ronflex AR, une illustration vraiment très réussie, je trouve, et c'est la seule manière d'obtenir ce Ronflex en français. Il était donc disponible dans l'ETB en promo. On avait un paquet de sleeve aussi vraiment très très sympathique, et puis à l'intérieur pas mal de boosters. Les Minitines également à noter, vraiment très sympathiques, on en parlait, au niveau des couleurs, au niveau des Pokémon représentés dessus, elles sont vraiment très jolies. Vous pouvez voir ici notamment un sécateur, Ectoplasma, et puis même
sur le dessin général, on peut apercevoir Miaous, Ramolos, Arcana, enfin vraiment même au niveau des couleurs, je trouve que ça me fait penser un petit peu à Vigueur Spectrale, vous savez, avec cette explosion de violet, de bonbons, de couleurs de tous les côtés, donc plutôt sympathique. Et pour finir, on avait bien évidemment l'UPC, donc l'Ultra Premium Collection, avec à l'intérieur 3 cartes promotionnelles, le Mew X SAR, donc le Mew Alternate, le Mewtwo AR, ainsi que le Mew X Gold métallique. Tout simplement, donc les 3 cartes promotionnelles de l'UPC, propres à l'UPC, et eh bien énormément également de boosters à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est pour les items de manière générale. Ensuite, on va passer maintenant à ce que vous attendez, au nerf de la guerre, c'est-à-dire à la série en elle-même, et plus particulièrement aux cartes qu'elle contient. Et donc là, à chaque fois, hein, vous connaissez le système, je vous ai fait une sélection de mes cartes préférées, en fait, dans chaque catégorie de rareté. Donc c'est à partir de là où vous allez pouvoir intervenir et me dire si vous êtes d'accord avec mon choix ou si vous, de votre côté, vous auriez choisi d'autres Pokémon. Alors commençons avec les communes. La première commune que j'ai choisie, c'est le Carapuce, que je trouve particulièrement réussi. Vous allez voir que la famille de Carapuce, dans cette série, bah, pour moi, ça a été une masterclass, hein, c'est probablement l'une des plus belles réussites de la série. Donc vous allez retrouver ces Pokémon pas mal de fois. Cette illustration de Carapuce, pourquoi elle est si belle? Parce qu'en fait, même si c'est donc Kantaro qui illustre ce Carapuce, ça me fait beaucoup penser aux illustrations de Himeno, de Kagemaru Himeno, notamment de par la luminosité. Hein, on a pas mal de rayons lumineux, on a des nuages, on a accès au soleil, à des teintes un petit peu crépusculaires. Et tout ça, c'est vraiment le référentiel de Kagemaru Himeno. Au niveau du dessin, je trouve ce dessin très fourni, avec un nombre de détails surprenants. Avec notamment les roches, la cascade, et puis tout cet environnement qui entoure le Carapuce, et le Carapuce en lui-même est vraiment très 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 bien dessiné. Donc franchement, Kantaro ici qui fait une masterclass, hein, très 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 belle illustration. On parlait de Kagemaru Himeno, et bien Kagemaru Himeno a justement illustré une carte qui moi me ravit, qui me fait très plaisir, que je trouve magnifique, c'est ce Mimitos, hein, c'est pour ça que je vous le mets ici dans les communes. Vous voyez ce que je disais par rapport justement aux rayons lumineux qu'on retrouve sur Carapuce, c'est un petit peu la marque Himeno, hein, avec ces rayons qui descendent du ciel. Ici, on ne voit pas le ciel à proprement parler, hein, avec ce Mimitos, on n'a pas accès aux nuages, on n'a pas accès au soleil, mais simplement aux rayons lumineux qui traversent la forêt. Hein. On se rend bien compte que Mimitos, ici, il est dans une forêt assez dense, et que les rayons lumineux parviennent quand même à percer l'obscurité de cette forêt, et puis le Pokémon est tellement bien dessiné. C'est ça qui est incroyable avec des illustrateurs comme Himeno ou Kuki Saito, c'est qu'on a vraiment accès aux détails. C'est pour ça que Saito, je l'appelle le biologiste, vraiment ici avec Himeno, on est dans cette idée. Regardez les yeux de Mimitos, hein, on a vraiment ces yeux d'insectes qui sont très 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 bien représentés justement avec ce rouge très vif, mais également ces points noirs, hein, qui parcourent l'intégralité de ses yeux. La fourrure de Mimitos aussi est très 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 bien représentée, je trouve, et puis cette végétation luxuriante qui l'entoure, on se croirait dans les plus belles forêts d'Amazonie. Moi franchement ça me touche énormément. Et enfin, dernière commune dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est cet Abra. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les autres communes sont forcément moins jolies, c'est juste qu'il fallait faire un choix, hein. Vous connaissez le format, à chaque fois je vous présente 3 cartes uniquement par catégorie, il faut faire un choix, hein. Choisir c'est renoncer malheureusement, mais il y a plein d'autres communes qui me plaisent et que j'aurais aimé également faire participer à ce classement. Mais voilà, au bout d'un moment il faut choisir, et donc j'ai choisi cet Abra de Mitsuhiro Arita, le maître Arita qui nous a ici fait une sublime illustration. Il faut le dire, il a toujours été fort pour illustrer Abra, hein. On peut dire ce qu'on veut sur Arita, c'est quelqu'un de très apprécié de toute façon, donc il n'y a pas de problème, mais au niveau des Abra, il faut le dire, il a toujours très bien réussi à dessiner les Abra. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans l'intégralité du TCG, notamment à l'époque du Block Wizard. Et là, cet Abra adossé à un rocher comme ça, ça fait ressortir justement tout son corps. On a vraiment accès à tous les détails de son corps ici. Le fait qu'il soit dans cette posture-là, ça nous permet de voir sa queue, ses jambes, également son corps. Et son torse assez luisant, hein, mine de rien, avec ce traitement de la lumière, ce traitement des couleurs qui est propre à Mitsuhiro Arita. Au niveau des teintes de couleurs, je pense que Arita est l'un
des illustrateurs les plus talentueux du TCG parce que il arrive vraiment à chaque fois à faire ressortir ces reflets hein, qu'on retrouve justement à la surface des Pokémon. Et puis là, ce qui est assez merveilleux aussi avec cette illustration, c'est le reste, c'est-à-dire cette plaine qui fait presque désert, hein, qui fait aride finalement, et ces arbres. Et tout de suite, ça nous fait penser au décor, bien évidemment, du parc Safari. Le parc Safari qu'on pouvait retrouver à Parmanie, parce que on a vraiment ce côté, quand vous rentriez notamment dans Rouge Vert Feuille dans le parc Safari, vous aviez toujours une photo pour annoncer le lieu, vous savez, qui était disponible à l'écran, et on avait justement ce décor très aride avec ces arbres qui nous font penser à cet environnement, et donc je trouve ça vraiment très 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 beau. Voilà, donc les communes vraiment réussies de 151. On passe aux Unco, les Unco qui m'ont le plus marqué. Alors on avait Carapuce, j'aurais aimé changer, ne pas mettre forcément Carabaf, mais là j'étais obligé. Hein. J'étais obligé parce que autant Kantaro a réussi Carapuce, autant le Carabaf c'est une masterclass absolue également. Il est en train de courir comme ça sur la plage, mais regardez ces lumières, franchement ce jeu de lumière incroyable avec ces lumières, ces couleurs crépusculaires, le soleil qui est en train de se coucher, ces teintes orangées, rougeâtres, et puis le traitement de l'eau, le traitement de la surface de l'eau avec ces petites vaguelettes, et puis ce ciel absolument magnifique, Carabaf très très bien dessiné. Non, j'étais vraiment obligé de mettre ce Carabaf dans ce classement. Et donc encore GG à l'illustrateur. Au niveau de Matt Chopper, c'est la deuxième Unco que j'ai choisi pour ce classement. Je la trouve dingue au niveau de la posture, je trouve cette carte magnifique. Je pense que c'est ma peu commune préférée de la série. Si je devais faire un classement là entre les trois, Matt Chopper serait probablement numéro 1. Je sais pas, je la trouve complètement incroyable. Justement cette posture martiale, ça me fait penser à des postures d'animé, hein, tout simplement, qu'on pourrait voir dans nos mangas ou dans nos dessins animés préférés, avec cet entraînement à l'art martial. Et pour ceux qui connaissent notamment Hunter x Hunter, ça m'a beaucoup fait penser à l'entraînement de Netero, vous savez, qui doit à l'aube de ses 50 ans, il décide de s'isoler en montagne et de donner des coups de poing comme ça pendant des années et des années. C'est son seul entraînement, il ne côtoie personne d'autre, il ne fait que donner des coups de poing en s'isolant, et c'est comme ça qu'il accède à une forme martiale encore plus importante. Et bien là, ce Matt Chopper me donne cette impression de solitude en fait, sous ce ciel étoilé absolument magnifique, cette constellation, c'est vraiment formidable, je trouve, le traitement des quelques étoiles filantes, et puis des étoiles de manière générale, ce ciel bleuté, ce bleu nuit, hein, justement, avec aucune pollution lumineuse. Je trouve ça dingue, je trouve que l'illustration est complètement incroyable, et moi elle m'évoque beaucoup de choses, hein, c'est pour ça qu'elle fait partie de ce classement. Et enfin, Hippocéan, j'adore l'illustration, je le trouve très très bien dessiné cet Hippocéan, au niveau des détails encore une fois, c'est pas un Pokémon facile à dessiner Hippocéan, hein. C'est peut-être même l'un des plus difficiles je trouve, notamment par rapport à sa trompe, mais surtout par rapport aux pics qui font partie de son corps, hein, Hippocéan. Il faut savoir que c'est un Pokémon de type eau, mais qui a quand même des caractéristiques un petit peu de type poison. Il peut empoisonner ses ennemis au contact, hein, puisqu'il a accès à point poison. Et donc, on a vraiment cette idée de pics envenimés qui font partie de son corps, et je trouve qu'elles sont rendues ici à merveille. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est le fait qu'il soit dans le rouleau de la vague, ça lui donne un aspect encore plus puissant, ça rajoute à la vitesse, à l'impression de mouvement de la carte, et donc personnellement je suis vraiment très 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 fan de cette peu commune. Voilà au niveau des Unco, encore une fois c'est une des plus grandes réussites de la série à mon avis, les Unco. Ces cartes-là sont sublimes, et c'est ça qui participe aussi à l'homogénéité d'une série. Les ultras, il faut qu'elles soient belles, mais pas que. Il faut aussi que le reste suive, et dans 151, clairement, le reste a suivi. Continuons avec les cartes holographiques, et là encore il y a pas mal de choses à dire parce qu'on n'est pas en reste, hein, au niveau des cartes holo. Maintenant vous le savez, on est obligé d'avoir une holo lorsqu'on ouvre un booster, il n'y a plus de simple rare, mais même si quand on chope une holo, on est un petit peu déçu parce que ça veut dire qu'on n'a pas de hit, on est quand même c'est un petit peu soulagé quand on a une belle holo, et franchement il y a de quoi faire au niveau des belles holos parce qu'il y a des illustrations sublime, à commencer par ce Ptera de Shinji Kanda. Alors il faut savoir quelque chose avec Kanda, c'est que c'est pas un illustrateur que j'apprécie énormément.
c'est pas un illustrateur que j'apprécie énormément. Il a notamment dessiné pardon le Magikarp AR ainsi que le Giratina Alternate. Donc des cartes qui sont en général très appréciées, que les gens aiment beaucoup, mais moi personnellement j'accroche pas avec son style. Voilà, c'est quelqu'un de très très talentueux, mais je n'accroche pas avec son style. Et pourtant ici avec ce Ptera, comme vous le voyez, non seulement qu'il est dans le classement de mes holos préférés, mais en plus c'est mon holo préféré de la série, tout simplement, ce Ptera. Donc ça prouve bien que c'est quelqu'un d'un talent incroyable, qui est aussi capable de se renouveler, de pas toujours proposer le même style. Ce que je reprochais en fait à son Magikarp et à son Giratina, qui voilà, font l'unanimité, hein. Les gens adorent ces cartes-là, donc tant mieux, mais je les trouvais un petit peu trop brouillons, ces cartes-là. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les illustrations Pokémon, c'est quand il y a un certain respect de la symétrie, quand on arrive à discerner les choses, et qu'on arrive à établir un décor, qu'on se retrouve dans un lieu. Voilà, je suis peut-être un petit peu moins fan aussi de cette démarche artistique qu'on pouvait retrouver avec Picasso, avec plein d'autres génies et artistes de talent. Mais là, avec ce Ptera, je retrouve cette ambiance préhistorique que je cherche justement avec les Pokémon fossiles, et c'est vraiment incroyable ce traitement qu'il fait de la forêt, de l'endroit. On n'arrive pas très bien à situer l'endroit où se trouve Ptera ici, mais alors s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ressent cet aspect préhistorique et vraiment très très ancien. Le rayon qu'est en train de lancer Ptera également est particulièrement réussi, je trouve, très bien dessiné. Et puis ce style très crayonné qui peut nous faire penser un petit peu à Aya Kusube, au niveau du corps de Ptera, eh bien ça rend vraiment hommage à Pokémon, à ce Pokémon, et ça le met encore plus en valeur, je trouve, et ce fond, cette illustration qui participe à la beauté de la carte. Non, vraiment, je suis un grand fan. Bravo Shinji Kanda pour ce Ptera. Le Mewtwo de Egawa, bon bien entendu Akira Egawa qu'on ne présente plus, c'était pas son coup d'essai dans Pokémon, ses illustrations sont toujours très sublimes, enfin très très belles, impressionnantes hein, en termes de prestance, en termes d'aura. On sent que le Pokémon il est là pour faire mal, hein. On sent que cette carte elle est là pour nous taper à l'œil directement. On n'est pas dans la demi-mesure hein, avec les illustrations d'Egawa, c'est toujours très frontal, très brutal, et ce Mewtwo ne déroge pas à la règle. J'aime beaucoup les illustrations de Mewtwo dans le décor urbain. Alors maintenant ça fait très longtemps qu'on a accès à des illustrations de Mewtwo dans un décor urbain. On avait ça avec Pokémon Go, on avait ça justement également avec le Mewtwo AR hein, de cette série. D'ailleurs petit disclaimer, hein, je vous le dis tout de suite, mais même si j'apprécie énormément ces cartes-là, je ne mettrai pas dans le classement le Mewtwo AR, le Mew X Alternate ainsi que le Mew Gold, même si lui il a une autre illustration dans la série, tout simplement parce que ces cartes-là, en français, ce sont des cartes promotionnelles, et donc elles font pas partie de la série à proprement parler, même si en japonais c'est le cas, hein. Mais ici on se concentre sur la série 151 en français, et donc j'ai un petit peu mis de côté ces cartes-là, je vous le dis tout de suite, mais sachez que je suis par exemple très très fan du Mew SAR, Mew Alternate, ainsi que du Mewtwo AR, qui était donc la promo de l'UPC. Malgré tout, ce Mewtwo-là, en holographique, est vraiment très 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 beau. On le retrouve également dans un décor urbain, comme je vous le disais, avec tous ces buildings qui l'entourent autour du Pokémon. Mais ce qui frappe, ce qui marque, c'est vraiment le Mewtwo. On sent qu'il n'est pas là pour rigoler. On sent qu'il va encore tout détruire probablement autour de lui, avec les mouvements psychiques hein, initiés par ses bras et ses mains à trois doigts, comme on pouvait le voir dans le film 1. Vous savez, quand justement il crée la tempête dans laquelle vont être entraînés tous les héros du film 1, et bien simplement avec ses doigts comme ça, il arrive à changer la météo, à créer une tempête, et là on a vraiment l'impression qu'il va déchaîner toute sa puissance autour de lui, et c'est ça qui me plaît beaucoup avec ce Mewtwo, qui est particulièrement réussi. Et enfin le Pyroli, une touche de mignonnerie dans cet univers de brut, avec ce Pyroli qui est particulièrement beau. Entre Aquali, Voltali et Pyroli, pour moi, dans cette série, il n'y a pas photo, c'est Pyroli qui est le plus joli, comme souvent, d'ailleurs, je trouve, de manière générale. Alors Pyroli, c'est vrai, parmi les trois, c'est mon évolution préférée, entre Pyroli, Aquali et Voltali. C'est peut-être un biais cognitif, mais personnellement, je trouve à chaque fois que les illustrations de Pyroli sont plus réussies que les illustrations d'Aquali et de Voltali. Et ici, donc, c'est le cas.
Illustration donc de Murayama, ce Pyroli dans cette posture qui fait un petit peu penser à la posture de Mew, vous savez, en cocon, comme ça, un petit peu blotti sur lui-même, avec tout ce jeu de flammes qui entoure le Pokémon. Personnellement, je trouve cette illustration très réussie, elle est vraiment magnifique, et puis en holographique, elle brille de mille feux, donc il fallait que je l'inclue dans ce classement, parce que je la trouve vraiment magnifique. Voilà, ça c'était pour les holos. On continue maintenant avec les ex classiques, on parle pas des full art encore. Au niveau des ex classiques, c'est peut-être avec les full art, on va dire les ex classiques et les full art, c'est peut-être pas les cartes les plus réussies de la série, mais j'ai réussi quand même à en isoler 3, à commencer par le Tortank, qui est très très beau. Alors vous avez vu, ça y est, on a fait toute la famille. On a vu le Carapuce, on a vu le Carabaf, et bien maintenant on voit le Tortank. C'est pour ça que je vous disais précédemment que la famille de Carapuce a vraiment été bien mise à l'honneur, je trouve, dans cette série. Le Tortank X, très réussi, probablement mon ex préféré de la série, je sais pas, ça se joue avec les deux autres quand même, mais elle est vraiment très belle, justement avec le canon hydraulique de Tortank qui est en train de lancer son hydrocanon, et puis cet effet en spirales aquatiques tout autour de Tortank, je trouve que ça rend vraiment très bien, il est plutôt bien dessiné, donc c'est sympa. Ensuite, le Fenard, très 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 cool, c'est Kawayu qui dessine ce Fenard. On reconnaît tout de suite ce style, justement, avec ses proportions. C'est souvent avec les proportions du Pokémon qu'on reconnaît Kawayu. On a une idée de zoom sur certaines parties de son corps, et justement pour mettre en valeur, ici c'est on va dire l'arrière du corps de Fenard, avec les 9 queues de Fenard qui sont mises à l'honneur, bien plus que l'avant de son corps. En tout cas, très réussi, très très réussi ce Fenard, encore une fois avec ce jeu de flammes qui entoure le Pokémon. On a même pas mal de détails en bas à droite de la carte, vous voyez, tout ne se fait pas sur l'illustration du Pokémon, mais les effets continuent un peu partout, et c'est ça que je trouve très sympathique. Et puis au niveau du Grolem, pourquoi j'ai mis Grolem dans le classement? Tout simplement parce que je trouve que c'est, en termes de Pokémon pur, il est tellement bien dessiné, il n'y a pas de fioritures sur cette carte, on va pas avoir d'effets à droite à gauche, on va pas avoir de bling bling, on va pas avoir de choses comme ça, mais le Pokémon en lui-même est super bien dessiné, et donc c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est la 3e ex la plus belle de cette série, et que je la mets dans ce classement des ex classiques. Rien que sa tête, la tête de Grolem, sa gueule, avec son œil rouge sang qui nous regarde, son œil est très réussi, je trouve, qui nous fixe. Sa gueule est très réussie, et également les fissures qui parcourent son corps, elles sont vraiment magnifiques. On a l'impression même que à l'intérieur de son corps il y a du magma en fusion, un feu intérieur qui brûle Grolem, et ça c'est très inhabituel de voir ça. C'est la raison pour laquelle je trouve cette carte vraiment réussie et que je l'ai mise dans ce classement. On continue avec les AR, et là c'est vraiment exceptionnel au niveau des AR, c'est probablement la plus grande réussite de la série, c'est probablement ce que 151 a fait de mieux. Il y avait tellement d'AR magnifiques que ça a été très difficile pour moi de faire un choix. Grosse mention honorable au Carabaf. Je ne l'ai pas mis le Carabaf parce que déjà, j'ai illustré Carapuce, Carabaf et Tortank, j'en ai parlé maintes et maintes fois dans cette vidéo, donc au bout d'un moment c'est pas juste, il faut passer à d'autres Pokémon, et puis tout simplement parce que ces trois-là, j'arrivais pas à en enlever une des trois. J'arrivais pas à en enlever une des trois, je les trouve dans 3 styles différents, je les trouve les 3 tellement réussis que je ne parvenais pas à en isoler une. Mais franchement, toutes les AR de cette série sont très 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 belles. Il y en a une ou deux que j'aime un petit peu moins, comme le Monsieur Mime, mais franchement c'est minoritaire, je les trouve absolument sublimes. Donc on va en parler individuellement. On commence par ce Nidoking. Alors vous avez remarqué, j'aime beaucoup les décors forestiers, j'aime beaucoup les forêts luxuriantes amazoniennes. Et ce Nidoking, c'est un petit peu la même chose. Donc il est vraiment dans cette... On a l'impression d'être dépaysé, on a l'impression de sortir de notre confort, de notre cadre de référence avec cette illustration, avec ces grands arbres, ces palmiers, ces lianes, cette verdure luxuriante et ces différentes teintes de vert. On a du vert très prononcé, mais parfois on a du vert pâle qui tourne même vers le jaune, vers le blanc, et j'aime énormément l'ambiance de cette carte. Le Nidoking en lui-même est aussi vraiment très 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 bien dessiné, c'est une masterclass, il est juste trop beau.
Donc cette carte-là, pour moi, devait forcément figurer dans ce classement. Elle est incroyable, signée Misaki Hashimoto, elle est juste sublime. Et donc, voilà, je suis encore ébahi rien qu'en la voyant. Ensuite, on continue avec le Draco. Bon, bah Draco, vous connaissez mon amour pour ce Pokémon, mais c'est un Pokémon qui est apprécié de toute façon par énormément de gens dans Pokémon, et c'est normal, hein, puisque c'est un Pokémon d'une grâce incomparable. Draco qui est capable de voler, hein, d'ailleurs. Et ici, cette illustration, eh bien, comme d'habitude, elle est magnifique. De toute façon, montrez-moi une illustration de Draco qui n'est pas réussie. Il y en a vraiment très très peu. J'en vois pas une seule actuellement en y réfléchissant. Mais en tout cas, ce Draco AR, il est d'une majesté, d'une grâce incomparable. Il nous rappelle bien évidemment les meilleures heures d'Aquapolis, avec cette ville d'eau, cette Venise de Pokémon, cet Altomar presque, pour faire référence au film 5. On a accès à ces décors urbains, parce qu'on voit très bien un balcon, on distingue des marches, on distingue un pont, donc on voit bien qu'on se situe dans une ville, mais on a cette pureté, cette grâce de l'eau qui n'est pas du tout polluée, qui est d'un bleu tellement profond qu'on voit le fond de l'eau, et on voit ces dalles qui recouvrent le fond de l'eau, ce qui nous montre bien encore une fois qu'on est dans un canal urbain, mais cette végétation aussi un petit peu qui prend l'ascendant sur la pierre à pas mal de moments. Je trouve que c'est très très beau avec ces fleurs qui entourent le cadre, et puis le Draco en lui-même très bien dessiné, la moitié de son corps dans la partie supérieure de la carte, et la partie inférieure de son corps qui est en bas justement de la carte. Donc on a vraiment une symétrie, vous savez à quel point j'aime la symétrie, une séparation de la carte en deux parties, le haut du Draco et le bas du Draco séparés par le pont, et je trouve ça magnifique. Le traitement de l'eau, pareil, Draco qui émerge un petit peu de la surface de l'eau, cette grâce, cette élégance, cette beauté, ces couleurs, bref, c'est un florilège, et je suis absolument fan de cette illustration. Et enfin, on termine avec la carte qui m'a marqué en tout premier quand j'ai découvert la série 151, quand on m'a montré les premiers scans, bien avant que la série sorte au Japon. La première carte qui, moi, m'a marqué, c'est vraiment ce Tétart. Ce Tétart qui ne paye pas de mine. Finalement, il n'y a pas énormément de détails sur cette carte, mais le simple fait que ce Tétart soit peut-être un petit peu plus triste qu'à l'accoutumée, qu'il y ait cette idée de mélancolie, et surtout qu'il soit sous la pluie. Normalement, c'est un temps qui lui va bien. Vous savez que Tétart, ils peuvent avoir bien évidemment glissade, donc qui double leur vitesse sous l'eau. Ils aiment bien, c'est des Pokémon aquatiques, donc ils aiment bien l'eau. Et là, pourtant, on le sent pas forcément très très heureux. Il y a cette mélancolie, il y a cette pluie qui lui tombe dessus, mais surtout ces flaques d'eau, cette onde qui se propage dans toutes les directions. Et je trouve ce travail artistique tellement mémorable, tellement incroyable. C'est un vrai tableau ici, hein. C'est un vrai tableau. Je ne sais pas quoi dire. Les lumières de la ville derrière qui se répercutent, qu'on voit en fond, peut-être des phares de voitures, peut-être des lumières de maisons. Et puis justement ce traitement de lumière de haut en bas, avec ces lumières qu'on distingue au fond, mais les rayons lumineux qu'on voit jusqu'au bas de l'illustration, en fait, hein. Vous voyez à quel point la lumière est bien traitée dans cette illustration, avec les reflets, avec ces différentes teintes, ces différentes couleurs, et puis cette onde, comme je vous le disais, qui se propage un petit peu de partout. C'est incroyable. Voilà, je vais pas faire plus de temps que ça, je vais pas faire une dissertation, mais c'est incroyable, ces cartes sont magnifiques, et les AR de cette série, c'est pour moi de très très loin la plus grande réussite de 151. On continue avec les full art, donc là je vais passer tout de suite beaucoup moins de temps que sur la catégorie précédente. Pourquoi? Parce que les full art, je les trouve malheureusement assez anecdotiques par rapport au reste des cartes qu'on a vues jusqu'à présent. Bon, les Pokémon sont bien dessinés, ça c'est sûr, mais ils sont d'une simplicité incroyable. Donc Alakazam, Dracofeu et Elector, ce sont les trois que j'ai isolés, même si j'aurais pu en isoler d'autres. Ça a été un petit peu arbitraire ici, parce que les Pokémon de toute façon sont tous aussi bien dessinés les uns que les autres. À chaque fois, le fond, c'est une couleur uniforme. Donc voilà, il n'y a pas énormément de détails. Parfois la simplicité ça marche aussi, c'est bien, mais c'est pas pour moi en tout cas un coup de cœur.
les full art alternate, les alternatives, et là c'est vraiment à nouveau un vrai banger, une vraie découverte pour moi. Comme je vous le disais précédemment, hein, j'ai isolé les promos de l'UPC, elles auraient très bien pu figurer dans ce classement, donc dans votre tête vous pouvez faire comme si elles étaient dans ce classement en fait, hein. Surtout le Mewtwo AR de l'UPC et le Mew X alternate que je trouve magnifique, mais sinon si on doit parler des cartes de la série, eh bien ce sont ces trois cartes là que j'isole. Le Elector X, qui est très clairement ma préférée, hein, c'est ma préférée parmi les trois, je parle d'elle en premier parce qu'elle se trouve à gauche. On a le Elector et Sulfura et Articodin qui sont dans le fond, hein, qu'on peut discerner dans le fond, mais je trouve cette carte magnifique, magique. Les trois Pokémon sont dans leur élément, hein, donc tout simplement dans les cieux. C'est une scène qui pourrait très bien me faire penser au film 2, Le pouvoir est en toi, avec Lugia, mais surtout ce que j'aime dans cette illustration, c'est le traitement des nuages. C'est très très rare que les nuages soient aussi bien traités dans Pokémon. On n'a pas simplement un ou deux cumulus, hein, comme on a l'habitude de voir sur les illustrations Pokémon. Non, on a un vrai orage en fait, hein, avec des cumulonimbus, des congestus, quelques cirrus également qui sont visibles de part et d'autre de l'illustration. On distingue les montagnes également dans le fond, ces cimes absolument merveilleuses derrière le Sulfura, et puis au-delà il y a une sorte de trouée, hein, une accalmie dans l'orage, et on distingue les plaines, la verdure en dessous de Articodin, et ça je trouve ça absolument incroyable, et puis les éclairs également qui entourent le corps d'Elector. Bref, c'est une masterclass, c'est mon alternate préféré, elle est juste sublime. Ensuite on a le Tortank de Mitsuhiro Arita. Bah dis donc, comme je vous le disais en début de vidéo, Carapuce, Carabaf et Tortank, les trois ont été montrés sous toutes les coutures, hein. J'ai beaucoup apprécié le travail autour de ces Pokémon-là, et encore une fois, je vous le montre. Ce Tortank-là est signé Mitsuhiro Arita, bien évidemment le maître que l'on connaît tous. Pourquoi j'aime tant cette illustration? C'est pas par sa complexité, c'est surtout par le dessin du Tortank en lui-même et par sa posture. C'est vrai que Tortank, on a souvent, soit on le voit de dos, soit on le voit de face, mais c'est un peu rare de le voir comme ça de profil avec la tête tournée, et je trouve ça vraiment très sympa de voir également ces deux canons hydrauliques dans la symétrie comme ça. Comme s'ils décrivaient une ligne tous les deux, et ces bulles d'eau, ces bulles d'air en fait, hein, qui sortent de Tortank et qui remontent vers la surface, je trouve ça très bien dessiné, très intelligent. Les fonds marins également, on distingue un petit peu des parois rocheuses de part et d'autre, je trouve ça très réussi, et encore une fois, comme je vous le disais avec Abra tout à l'heure, illustré par Mitsuhiro Arita, la force de cet artiste et donc des Pokémon qui l'illustrent, ce sont surtout les reflets, hein, sur le Pokémon, sur le corps du Pokémon, sur son corps, hein, donc ces reflets luisants, cette lumière qui transparaît, comme vous pouvez le voir sur le sommet de son crâne, mais également sur son bras, et pour le coup, je trouve ça vraiment très 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 beau. Enfin, dernière alternate dont je voulais vous parler, c'est cette Alakazam, super belle carte, hein, franchement, illustration de Komatsu avec un nombre de détails incalculables. C'est pour ça que je l'ai choisi, cette alternate, et que c'est elle qui complète mon classement, tout simplement parce que il y a énormément de choses à aller chercher sur cette illustration. Il y a tellement de détails entre la décoration, les meubles, les murs, les briques, etc., le rayon lumineux qui descend de la fenêtre. Enfin, il y a beaucoup de choses à aller chercher, c'est très complexe, très beau, très fin, un travail qui a dû demander beaucoup de temps à l'artiste, et c'est la raison pour laquelle cette carte figure dans ce classement. 3 illustrations de génie vraiment magnifiques que je voulais absolument vous présenter. Et enfin, au niveau des gold, il y en a qu'une seule que j'ai isolée, vous vous en doutez bien, c'est le Mew, puisqu'on avait aussi une énergie ainsi qu'une trainer échange. J'ai isolé ces deux autres cartes-là, bien évidemment, on les a éludées un petit peu pour ne garder que le Mew, qui est le seul Pokémon parmi les gold disponibles dans cette série, et qui est le Pokémon le plus réussi, puisqu'il y en avait qu'un, donc la concurrence n'était pas très rude, mais quand même, il faut admettre que ce Mew est très joli, ce Mew X Full Art. Avec ces teintes dorées, ça rend vraiment très bien. Et puis quoi de mieux pour finir la série 151 que justement le 151e Pokémon, le fabuleux Mew, qui a longtemps été considéré comme un Pokémon mythique qui n'existait pas, dont l'existence n'avait pas été prouvée.
Au niveau des cartes à suivre, hein, vous le savez, à la fin de ce format, à chaque fois, je vous indique les cartes dont il faut suivre l'évolution, parce que justement, leur intérêt, leur popularité pourrait les pousser à croître dans le futur. Une carte dont je n'ai pas parlé dans ce classement, qui était purement esthétique, hein, je vous le rappelle, c'est uniquement des convictions personnelles, un goût, une esthétique personnelle, c'est ce Dracofeu, qui est quand même très sympathique, hein, le Dracofeu SAR, donc le Dracofeu Alternate. Je ne voulais pas présenter tout à l'heure, encore une fois, parce que pour moi elle ne figure pas parmi les plus belles Alternate. Cependant, il faut suivre sa progression, parce que ça reste une carte Dracofeu, parce qu'elle est populaire, parce qu'elle est appréciée, parce que mine de rien elle est rare, il faut le dire, hein. Elle n'est pas tombée très souvent dans toutes les ouvertures que j'ai pu faire, et pour toutes ces raisons, eh bien, il va falloir suivre sa progression. Tortank, la même chose, Pokémon très apprécié, et puis en plus de ça, vraiment hyper compliqué à choper en booster. Ça va être les mêmes arguments d'ailleurs pour le Elector, qui, tout comme le Tortank, sont en plus des cartes très très belles, en plus d'être rares, donc c'est très important de les suivre. Et enfin, Erika. C'est une carte qui a décollé assez rapidement en japonais, hein, pour les raisons évidentes que l'on connaît, mais en français, pour le moment, la carte a une cote modeste. Malgré tout, il va falloir suivre son évolution parce que elle est vraiment magnifique. Je voulais absolument aussi vous montrer une trainer dans ce classement, dans cette vidéo, dans ce format, parce que les trainers ont été très très réussis également. Je ne vous ai pas présenté de carte trainer jusqu'à présent, et cette carte Erika, eh bien, c'était l'occasion pour moi de vous en présenter une. Donc avec énormément également de complexité au niveau de cette illustration. C'est un petit peu comme le Alakazam Alternate qu'on a vu juste avant. Il y a plein de détails à aller chercher, une illustration qui a dû demander beaucoup de temps à réaliser, et puis Erika qui est particulièrement bien dessinée. Donc c'est pour ça qu'il va falloir garder un œil sur cette illustration, sur cette carte à l'avenir. Mention spéciale également au charisme de Giovanni, l'autre Alternate qui était disponible en dresseur dans cette série, et qui est également très très joli et qu'il va falloir surveiller. Voilà pour les cartes à suivre. Au niveau de la note finale, puisque vous le savez, on termine toujours ce format par une note, eh bien je vais donner la note de A à la série 151, parce que pour moi c'était une série excellente. Pourquoi elle n'a pas la note de S, la note banger? Parce que pour moi elle ne fait tout de même pas partie des plus belles séries qui n'aient jamais été éditées de tous les temps. La carte souffre de quelques petits défauts minimes, notamment au niveau des full art que je ne trouve pas assez travaillés, quelques petites AR qui sont peut-être en dessous des autres. Un ratio, mais bon, ça on peut pas l'imputer à la série, mais un ratio qui n'est pas toujours très avantageux en termes d'ultra rare lorsque vous ouvrez des boosters 151. Et puis le dernier petit défaut que je trouve, c'est également le fait qu'il n'y ait qu'une seule illustration sur le booster, hein, en français, donc peut-être qu'un petit effort aurait été possible à ce niveau-là, même si, encore une fois, c'est pas unique à 151. Les séries .5 en général souffrent de ce défaut, hein. C'était le cas pour Zénith Suprême. Rappelez-vous, où il n'y avait que Zacian et Zamazenta sur la devanture du booster. Donc c'est pas quelque chose que je reproche uniquement à 151, mais c'est plutôt un reproche global que je fais aux séries .5. Mais en dehors de ça, franchement, la série est magnifique, elle est exceptionnelle. Il y a des illustrations emblématiques qui resteront vraiment, à mon avis, dans l'histoire de Pokémon et dans l'histoire du TCG, et donc j'espère qu'on continuera à parler de cette série encore longtemps. Au niveau de la suite, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Eh bien, c'est EV4 qui va bientôt arriver, Faille Paradox, la nouvelle série qui va mettre à l'honneur les Pokémon Paradox, à la fois les Pokémon du passé, mais également les Pokémon du futur, qu'on a pu découvrir dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. On peut voir ici notamment sur la devanture Rugilune, qui s'inspire un petit peu du design de Megadratak, ainsi que Galam, qui s'inspire, hein, de Galam ici, Garde de Fer, hein, il s'appelle au niveau de sa forme, la forme Paradoxe, donc c'est Garde de Fer. Et bien évidemment, donc on a tous ces Pokémon là qui vont être édités dans cette série. J'ai déjà vu pas mal d'illustrations qui m'ont qui ont attiré mon attention, donc on verra bien ce que ça donnera. Et bien évidemment, cette prochaine série, eh bien c'est celle qu'on débriefera ensemble dans quelques mois, lorsqu'on arrivera à la fin de Faille Paradox. Eh bien on fera un débrief général de la série pour voir ses points faibles, ses points forts. On fera exactement ce qu'on a fait aujourd'hui avec 151. Voilà les amis, j'espère que la vidéo
vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus, et puis en attendant, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, sur Twitch, sur mon Discord, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, excusez-moi, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!